Mesdames, et si nous jetions un pavé dans la mare? Disons-le franchement. 40 ans n'est-il pas le nouvel âge d'or des femmes en Afrique? Célibataires, célibatantes, célibatues, femmes de quelqu'un pour certaines, avec ou sans enfants, vous avez été d'une manière ou d'une autre mises en quarantaine. Alors la riposte s'organise. Je m'appelle Alexandra Ngane. Et à travers des conversations de femmes, nous allons révéler les pressions existantes pour savoir qui et si on nous déconfine ou non. Cap 40, même pas peur. Passé 40 ans, le célibat, pour celle qui l'assume, exige qu'elle sauvegarde une apparence de bonne réputation. Comment vivre son célibat à plus de 40 ans? Comment est-on perçu et se perçoit-on? Maïta Mburu et Hemle Boom sortent du confinement et nous parlent du célibat chez la femme africaine. Le célibat est mort. Que vive le célibat? Par Maïta Mburu. La femme africaine doit être consciente de l'énorme potentiel qu'elle a en elle. En fait, la femme africaine doit prendre conscience de l'énorme potentiel qu'elle a en elle, sans peur. Elle doit en prendre conscience, sans frustration, mais avant tout et surtout, elle doit en prendre conscience sans aucune excuse. La femme africaine doit juste être sa meilleure version. La femme africaine doit juste être sa meilleure version. Cette phrase, on l'entend de manière fréquente, on se la répète régulièrement, mais c'est une phrase qui perdrait toute son importance si on se contente uniquement de la répéter sans jamais la mettre en pratique. Il y a de multiples voies, il y a de multiples options, il y a de multiples moyens pour se sentir accompli. Le sport pour certaines, l'écriture, l'exercice d'une activité professionnelle qui nous passionne ou encore la vie de famille. Il est toutefois important d'avoir clair dans nos esprits qu'être fidèle à ses choix nous permet de nous assumer tels que nous sommes, mais être fidèle à ses choix nous permet surtout d'équilibrer la balance dans nos rapports avec les hommes et ce, quel que soit notre statut social. Dans le cadre de ma profession, mais surtout dans le cadre des différentes activités que j'ai autour de ma profession, j'ai la grande opportunité d'échanger avec des femmes extraordinaires, des femmes inspirantes, de profils et statuts différents. Mes queens, mes reines comme je les appelle. La quarantaine, vraiment, c'est une décennie merveilleuse qui me permet justement, grâce à ces échanges et à ces témoignages, d'avoir une approche moins sous pression, d'une certaine manière, d'avoir une approche beaucoup plus différente aux choses. Passé 40 ans, le célibat dans la culture africaine n'est plus une option, parce qu'il est encore, à mon sens, trop associé à une forme de paria de la société. Comme si le leitmotiv était devenu « il vaut mieux être mal accompagné plutôt que seul », et cela bien au-delà de nos propres besoins de femmes. Parce que malheureusement, la société, la famille, la culture a encore du mal à concevoir qu'une femme puisse exister comme être à part si elle n'est pas coachée par un homme, coachée par un époux ou coachée par un amant. À partir de là, son statut officiel et définitif, qu'elle soit femme professionnellement accomplie ou femme au foyer, n'est relégué qu'au rang de mère ou d'épouse avant d'être vue elle-même tel un individu de plein droit, sans être jugée, sans être déniée ou encore sans être stéréotypée. Malheureusement, oui, Une femme qui assume à la fois son âge mûr et son statut de célibataire n'est pas prise au sérieux.
c'est une joueuse. Ou encore elle est forcément la maîtresse de quelqu'un, elle a des problèmes cachés, elle est lesbienne, sait-on jamais, elle est trop indépendante, trop libre, trop libertine, où on en a même presque pitié. Comme si, je me répète, notre vie n'avait pas lieu d'exister sans la validation d'un homme, quelle que soit sa fonction ou quelle que soit la fonction qu'on souhaite en faire. Malheureusement, oui, quand on amorce le virage de la quarantaine et qu'on fait un bilan de sa vie à mi-parcours, on a la sensation qu'elle n'est pas complète parce qu'on n'a personne à ses côtés. Or, la quarantaine, c'est aussi le moment où on a fini d'une certaine manière, on a fini de bourlinguer au sens large du terme. Je m'explique, on a eu des illusions, on a eu des désillusions, on fait le bilan de sa vie et on se retrouve comme à un carrefour où on se demande quelle direction prendre pour sauver ou pour faire quelque chose de plus substantiel de ce qu'il reste de nous sur le temps qu'il nous reste. Et là, après avoir appartenu aux autres, après avoir écouté les autres, après avoir suivi docilement les règles de la société, on réalise qu'on est juste lambda, on est juste ordinaire. On ressent en nous un profond vide avec un arrière-goût de fin de règne. Et là, pour modifier le tir ou pour au contraire exalter et récupérer ce qu'on a perdu, ce à quoi on aspirait, on est en pleine crise de la quarantaine pour certaines, je l'appelle beaucoup plus romantiquement une crise de soi. Quand le démon du midi frappe à la porte d'une célibataire et de surcroît cadra, ça s'apparente assez à un moment de cuisine, en cuisine moléculaire. C'est les mécanismes de la transformation culinaire totalement. La cuisson de nous, de tout notre nous avec des ustensiles rénovés. Une forme de cuisine technico-émotionnelle de ce que nous sommes. Pour le dire de manière plus simple, avec mes mots, ça revient à dire que tous les mécanismes en nous qui se sont transformés jusqu'à nos 40 ans, tout le potentiel en nous, toutes ces petites voix qu'on a mis sous silence jusqu'à présent, ne demandent qu'à être explorées. Toutes ces petites voix passées sous silence ne demandent qu'à s'exprimer maintenant que nous avons la maturité et que nous avons la conviction de nos désirs. Écoutons nos émotions. Cuisons enfin qui nous sommes. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Notre alter ego, cet autre nous qui correspond exactement à celle qu'on est réellement bien présent. Notre alter ego bout en nous et est sur le point d'exploser. Il suffit juste de savoir sur quel bouton appuyer. C'est dans notre essence, depuis la nuit des temps, que d'être la meilleure version de nous-mêmes. On a des tas de référents. On a des tas de référents qui ont tracé la voie bien avant nous et qui continuent encore. Depuis Majaji, Makeda, Ashanti, Amina, en passant par nos grands-mères, nos mères, nos sœurs, nos amis. La femme africaine est une femme forte. La femme africaine est une femme intelligente. La femme africaine est une femme pleine de ressources. La femme africaine est une vraie combattante. Le célibat tel que perçu par notre société, le célibat tel que perçu par notre culture est agonisant. Ce célibat-là ne subsiste que pour en parler comme un statut obsolète, il ne subsiste que pour en parler comme un statut passé de mode. Aujourd'hui, c'est toute une culture de bonne épouse, bonne maman pour être heureuse qu'il faut totalement déconstruire et une culture de moi d'abord à développer. C'est triste de constater que beaucoup de femmes n'aient pas été élevées avec cette pensée parce qu'au final, il s'agit plus de se sentir bien avec ses choix, il s'agit plus de se reconnaître dans ses choix et de ne pas avoir honte de se sentir accompli sans nécessairement être mariée.
Et c'est là où le self-esteem est important. Le self-esteem, c'est ce que je partage avec mes queens, notamment au moyen de l'activité sportive, parce qu'au final, l'image de soi-même, au-delà des canons de beauté, est essentielle. L'image de soi-même détermine comment on s'accepte, comment on s'aime et ce que l'on projette sur les autres. C'est cette image-là dans notre société qui commence d'abord par notre aspect physique, notre forme physique. C'est cette image-là qui nous permet de nous sentir belles, de nous sentir puissantes, de nous sentir attirantes. La maîtrise de notre bien-être physique, la maîtrise de notre bien-être alimentaire change totalement notre perception de nous-mêmes. Ça change totalement la perception des autres sur nous et ça nous donne des ailes parce qu'à partir de là, plus rien ne peut plus nous arrêter, plus rien ne peut plus nous faire douter. On récupère notre pouvoir d'antan qui remonte à des générations, on récupère notre pouvoir qui remonte à notre jeunesse innocente et vierge d'étiquette. Notre nous qui est enfoui, endormi et latent se révèle enfin. Ce self-esteem, c'est celui qui me fortifie et qui me définit comme femme. C'est celui qui me permet de mieux aimer mon prochain. Ce self-esteem, c'est celui qui me permet de mieux aimer mes sœurs les femmes. Mais c'est celui qui, avant tout, fait partie intégrante de moi et c'est celui que je pratique day after day. Alors, mesdames, n'ayez plus honte d'être célibataire quand bien même cadra, tout simplement parce que le nouveau célibat aujourd'hui est celui qui consiste à s'assumer, à s'aimer, c'est celui qui consiste à se réapproprier qui nous sommes au-delà de toutes les étiquettes, quel que soit notre âge et quel que soit notre statut. Mesdames, le célibat tel qu'on le connaît est mort et que vive le célibat. Étiqueté, pas si libre que l'air, par Hemley Boom. Dans les communautés traditionnelles camerounaises, le célibat a été conçu comme une distorsion du tissu social. Le sociologue Pierre Titingwell nous explique que le mariage consistait en un échange de femmes entre deux familles qui désiraient faire lien. Une femme était offerte en échange d'une autre. Les attaches ainsi constituées étaient si fermes que les termes de cousin, tante ou oncle n'avaient pas lieu d'être. Les uns et les autres étaient frères et la génération au-dessus était parents, père et mère. L'échange de femmes a évolué et s'est transformé en dot. Celle d'une fille permettant à son frère de doter la femme qui lui convenait, élargissant ainsi le cercle des apparentés et des alliances. La pratique de la dot est sensiblement la même chez tous nos peuples. Certains groupes bamilékés optent pour le mariage Ntenkap, un mariage sans dot. Mais là aussi, la tradition veut que la première fille née de cette union appartienne de droit à son grand-père maternel qui lui peut décider de la marier avec ou sans dot. Chez les Bassa, le terme pour désigner un célibataire nkol est le même que celui dont on se sert pour désigner un esclave. Cela donne une idée du mépris dans lequel la société tient le célibat. Plus la famille était grande, plus il y avait de bras pour travailler, nourrir, veiller les uns sur les autres. Les enfants sont une richesse, nous dit-on. Et cela explique finalement qu'un célibataire soit considéré comme un égoïste ou une gangrène pour la société. Après tout, il n'a que 2 bras et ce n'est pas suffisant pour contribuer à la bonne marche du groupe. Et là, intervient une nuance qui n'apparaît pas de prime abord. Une femme qui accouchait dans la maison de son père, c'est-à-dire sans être officiellement appariée à un homme, n'était pas mal vue, au contraire. Elle agrandissait la lignée de son père et sa maternité était pour un supposé prétendant la preuve qu'elle avait les compétences requises pour enrichir sa propre maison d'une progéniture. Dans un tel contexte,
Non seulement la virginité des femmes n'est pas sacralisée comme elle le deviendra plus tard sous l'influence des religions, mais son adultère n'est pas non plus une faute nécessitant qu'elle soit renvoyée dans sa famille. Ce qui changera également avec les lois administratives héritées de la colonisation. Il convient ici d'éviter tout anachronisme sur le regard porté sur ces pratiques. Il ne s'agit pas de les enjoliver ni de les diaboliser. Les sociétés traditionnelles, y compris dans la façon dont elles étaient organisées, portaient en elles une violence exercée sur les individus dont les aspirations intimes pouvaient être ignorées, voire sanctionnées. Néanmoins, elles offraient une cohérence au groupe, dont le choix du conjoint est finalement un socle stable, qui peut être interrogé, bien sûr, et qui doit être interrogé, mais enfin, une certaine stabilité. Les ramifications complexes de la parenté obligeaient à une négociation permanente, ce qui implique qu'un homme ou une femme ne pouvait pas se conduire avec une trop grande désinvolture. Un homme qui maltraitait sa femme, par exemple, ou n'était pas capable de subvenir aux besoins de sa famille, devait s'en expliquer auprès de celle de sa femme. Encore aujourd'hui, en cas de problème dans un couple, une assise familiale est demandée par les personnes qui s'estiment lésées et l'autre doit rendre des comptes. Cela vaut pour l'homme et pour la femme. Ce petit rappel permet de mettre en lumière la façon dont nos communautés investissaient la parenté. Le mariage, le lien conjugal, la décision, voire la disposition à enfanter, toutes ces notions qui aujourd'hui semblent relever de choix individuels ou même de penchants affectifs n'ont pas toujours fonctionné ainsi. Les états d'âme à l'intérieur d'un couple deviennent anecdotiques au vu de tous les liens et les conséquences que cela implique sur le reste du groupe, et ceci sur plusieurs générations. Dans une organisation sociale si pragmatique, cela suppose également que les arrangements privés sont encadrés, en tout cas ne sont pas interdits, afin que les alliances nouées par le mariage ne soient pas remises en cause. Quand je parle d'arrangements privés, je veux parler des accords que les époux ont dans leur façon de fonctionner, ce qu'ils sont prêts à tolérer ou pas. Et cela peut aller très loin, y compris la possibilité pour un ou l'autre membre du couple d'avoir une relation extérieure, ou même des enfants qui peuvent naître éventuellement de ces relations extérieures. Nos sociétés se sont rapidement transformées. Les religions ont radicalement modifié la physionomie du couple. La chrétienté a mis en avant la famille nucléaire basée sur l'union d'un homme et d'une femme liés par une relation stable et monogame, assurant la reproduction et l'éducation des enfants. Un ordre patriarcal qui considère l'homme adulte comme seul décideur et responsable dans le couple. L'islam entérinera la polygamie tout en lui ôtant son caractère de ciment social, notamment en insistant sur l'aspect religieux de la soumission de la femme. Les relations sexuelles hors mariage sont condamnées. La virginité de la femme devient un signe de pureté. La législation conforte ces changements en offrant aux couples officiellement mariés et aux enfants nés de ces unions des avantages légaux, fiscaux et matériels, voire sociaux, dont ne bénéficient pas les unions où les enfants sont nés en dehors du cadre légal. Les formes atypiques de sexualité, de procréation ou de filiation sont disqualifiées. La notion de bâtard, inconnue des sociétés traditionnelles, vient bouleverser les lignées. Les enfants nés d'une union non conventionnelle se voient ostracisés et l'honorabilité de leur mère interrogée. L'urbanisation massive et précipitée des villes cosmopolites réduit l'influence des communautés originelles. De nouveaux groupes basés sur le statut social, par exemple, se constituent. Les centres d'intérêt, les amitiés, les liens du mariage se construisent sur des données nouvelles. Il est difficile de réaliser aujourd'hui à quel point vivre dans une maison, derrière une clôture, dans un quartier où l'on n'est pas apparenté à ses voisins, pouvait sembler étrange encore dans les années 60. Les espaces de négociation et de résolution de conflits conjugaux se réduisent au profit d'une prise en charge plus institutionnelle, les commissariats, les tribunaux.
Ce système renforce le patriarcat sans offrir aux hommes et aux femmes un cadre conjugal plus serein. La réprobation traditionnelle du célibat pour les deux sexes se focalise désormais sur la femme. Bien qu'il ne soit pas encouragé pour l'homme, il reste toléré si ce dernier se reproduit. Tant qu'il a des enfants, la société ne stigmatise pas vraiment un homme qui n'épouse pas les femmes avec lesquelles il procrée. Au plus, fait-il l'objet de remarques déplacées s'il n'a pas les moyens financiers pour subvenir aux besoins de sa famille. Les femmes, en plus d'être jugées sur leur force de travail, leur fécondité, se voient soumises à une forme d'injonction morale de vertu et jugées sur leur capacité à intégrer une union conventionnelle. Dans le même temps, elles acquièrent dans cet environnement plus moderne une liberté individuelle, la capacité d'espacer sa maternité, de divorcer, d'acquérir des biens, etc. Une éducation, un statut économique quelquefois qui l'autorise à se passer du soutien matériel d'un homme. Ce qui met la société dans une situation inconfortable. Elle ne peut conforter le patriarcat qu'en maintenant une forme d'insécurité au cœur du couple. L'idée que le mariage est une décision de l'homme, qui choisit celle qu'il juge digne de sa protection, et celle corrélée qu'une femme qui entretient une relation hors cadre est de facto méprisable, ainsi que les enfants nés de cette union. L'idée que la respectabilité d'une femme lui est octroyée par l'homme, elle n'est pas liée à ses actes propres, à son statut social, à sa moralité, à sa capacité à distinguer le bien du mal, à son intelligence. Non. En dernier recours, elle ne dépend que du fait qu'un homme lui a fait l'honneur de l'épouser, de la légaliser, dit le langage populaire chez nous. Le langage populaire est toujours au plus près de réel. Il ne s'embarrasse pas de précautions. La protection masculine peut être interrogée. Après tout, la loi est la même pour tous et a priori, tous les citoyens bénéficient d'une égale protection. Les femmes camerounaises ont toujours travaillé, assuré leur survie matérielle et celle de leurs enfants. Non parce qu'elles sont plus malignes que les autres, mais parce que dans des économies de survie, tous les bras disponibles sont sollicités, y compris ceux des enfants. Alors, nous vivons dans des sociétés modernes. On ne s'attend pas à ce qu'une horde de lions débarque dans la maison et que le mari, armé de sa lance et drapé dans sa masculinité, se dresse en rempart pour protéger sa famille. Les dangers auxquels un homme peut protéger une femme dans nos sociétés contemporaines, elle est tout à fait capable de s'en protéger elle-même. Reste la stabilité de la famille, qui n'est pas une question de protection, mais une question de participation de l'un et de l'autre à la bonne marche du couple. On peut donc se demander de quoi l'homme protège la femme, si ce n'est peut-être des autres hommes. Cette espèce d'injonction de vertu et de respectabilité faite aux femmes n'est pas l'apanage des sociétés africaines. Elle serait même assez bien partagée dans le monde. Un homme qui fait des avances à une femme ne recule que si elle lui annonce qu'elle est déjà en couple, c'est-à-dire qu'elle appartient déjà à un autre. Ce n'est pas la femme en face de lui qu'il respecte, mais l'homme qui peut être inconnu ou absent, qui en serait le propriétaire. Il s'agit d'une sorte de mise en demeure sociale de se tenir à l'écart d'un bien appartenant déjà à quelqu'un d'autre. Aucune intimation de cette puissance ne s'applique à un homme marié qui entreprend une femme autre que la sienne. Il n'y a qu'à voir à quel point l'adultère de la femme est mal vu, y compris dans les sociétés où il n'est pas sévèrement réprimé par la loi. La pression que subit une femme qui n'est pas mariée ou qui a un compagnon dans une union hors du cadre légal n'est pas morale dans le sens où ce n'est pas une question de bien ou de mal. En revanche, elle est empreinte d'une connotation morale très forte. Avec en exergue la femme bien versus la mauvaise fille, la vierge versus la putain, la nyangamboa versus la mère des bâtards. Vous vous souvenez peut-être de ce jeu auquel nous nous livrions dans les cours de récréation à l'école primaire. Il s'agissait de compter nos tresses en récitant
Madame, mademoiselle, bordel. Madame, mademoiselle, bordel. De la première à la dernière tresse. Le mademoiselle était toujours mitigé. Personne n'aimait le mademoiselle. Un état transitoire incommode. Comme si une demoiselle était forcément un être incomplet. En revanche, notre joie lorsque la dernière tresse tombait sur le madame n'avait d'égal que notre désespoir quand c'était le bordel. Et nous n'avions même pas 10 ans. En espérant que ce podcast vous a plu, nous vous invitons à découvrir d'autres sujets des mises en quarantaine sur toutes nos plateformes de partage. N'hésitez surtout pas à nous faire part en commentaire ou message privé de vos avis et suggestions. À très bientôt.